Vous êtes avec Gabriella Desbiens-Richard et Jason Saint-Amour. Et vous écoutez Sommelier en cavale. Bonjour tout le monde, on est content de vous recevoir pour un troisième épisode de Sommelier en cavale. Oui, un troisième! Il faut vraiment qu'on se pince, là. Vous comprendrez que ce projet de balado-là a longtemps été une conversation de comptoir. Donc, de pouvoir réellement parler dans un micro, enregistrer, passer des personnes en entrevue et publier sur Spotify. Jason, on est rendu sur Spotify. Ouais, on est famous, là. Non seulement on pose des questions à des gens tellement intéressants, mais en plus de ça, ils nous répondent. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, on est vraiment content d'y aller pour un troisième épisode. Oui. Mais avant d'aller dans le cœur du sujet, Gabi, tu as eu des bonnes semaines derrière toi. Là, on enregistre, c'est certain, on est le 8 mars, mais moi, j'ai le goût de t'entendre, Gabi. Tu as participé au concours de la chaîne des rôtisseurs, donc du meilleur sommelier dans la relève canadienne. Peux-tu nous dire un peu c'était quoi ton expérience? Oui, bien certainement. En fait, c'est le concours du meilleur jeune sommelier. Donc, c'est en bas de 28 ans pour pouvoir participer. C'était tenu à Calgary. Donc, on a fait un examen théorique de prime abord. Puis, les 3 meilleures notes s'en allaient en finale à Calgary. Puis, j'ai eu la chance de me classer. Donc voilà, la semaine dernière, je m'en vais là-bas, super bien reçu. Puis voilà, ça s'est super bien passé. J'ai fini en 2e place finalement. Donc merci. Donc on est bien contents. Puis c'est mon collègue... On repart avec une bourse, j'imagine? On repart avec une bourse. Yes. Mais c'est mon collègue Maxwell, en fait, qui va s'en aller représenter le Canada à Lisbonne. Donc on lui souhaite bonne chance. Bonne chance, yes. Puis t'as Jason aussi, une grosse semaine avec le Club de sommellerie. Ben oui, exactement. Donc, on en a parlé un peu dans les derniers épisodes du Club de sommellerie étudiant, l'ITHQ. En fait, c'est un projet qu'on avait redémarré au printemps dernier. Donc, après une longue pause de pandémie, on s'était tous réunis, donc les étudiants en sommellerie ici à l'ITHQ. On avait redémarré ce club-là qui se veut en fait un salon de dégustation où on s'associe avec une agence et on fait déguster des produits à très bas coût. Donc, c'est très avantageux le prix des billets. Mais là, on va tenir, en fait, la semaine prochaine, on va tenir notre, je pense que ça doit être rendu notre 8e salon des vins, donc avec les agences Dame Jeanne, Vinicole, entre autres. Ça va être super intéressant. Les billets se vendent tellement vite, Gabi, ça n'a aucun sens. Je sais, c'est déjà plein. Donc, on n'a plus de billets. De toute manière, l'épisode ne sera pas sorti pour le temps que l'événement va se tenir. Mais moi, j'invite en fait les gens qui nous écoutent à seulement suivre les réseaux sociaux du Club de sommellerie, donc de l'ITHQ. Vous allez retrouver ça sur Instagram. Et suivez les prochains événements. Achetez rapidement vos billets. On essaie d'élargir de plus en plus la formule. Les gens vivent vraiment une expérience incroyable à très bas prix avec des vins qui sont de très belle qualité qu'on peut retrouver souvent à SAQ. Donc, suivez aussi l'actualité du Club de sommellerie. C'est vraiment beau ce qui se fait avec toute la relève aussi qui intègre tranquillement le club. Il y a du beau développement. Vraiment, vraiment. Donc, aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec Fred Tremblay du vignoble Camille. Ben oui, magnifique vignoble Camille qui est situé à Saint-Bernard-de-la-Colle et qui est installé là-bas depuis 2010. Donc, on parlera un peu plus tard de la biographie de Fred et de l'histoire du vignoble. Le vigneron, donc Fred le vigneron et Camille le vignoble, bien entendu. Mais pour le moment, on commence avec le chronique. Est-ce que je peux parler au sommelier? Donc, comme on va parler à un vigneron dans les prochaines minutes, ben, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un genre de cours 101 sur le cycle végétal de la vigne. On commence, je vais y aller par saison pour essayer de vraiment comme classifier ça et que ce soit le plus simple possible. Donc, on va commencer par le printemps, quand la vigne se réveille suite à l'hiver. Donc, on commence les pleurs. Mais c'est quoi les pleurs, Gabi? Les pleurs, en fait, c'est quand la sève de la vigne coule aux endroits où on a taillé à l'automne précédent. Donc, en gros, quand arrive la fin de l'automne, le début de l'hiver, on vient tailler la vigne, puis ça vient faire comme des plaies de coupe qu'on appelle. Puis quand le printemps arrive, donc le dégel, bien, la sève remonte par ces plaies-là. Un peu comme quand on dit on fait le temps des sucres à l'hiver, puis il y a de la sève qu'on récolte des érables. C'est un peu le même principe. Donc, il y a de la sève qui va couler de la vigne. Ensuite, autour de fin mars, début avril, là, on voit le débourrement.
Le débourrement, en fait, c'est quand les bourgeons émergent. Puis c'est vraiment un moment crucial pour les vignerons parce que la vigne devient très fragile. Puis est à risque, en fait, des gels printaniers. J'imagine que c'est surtout au Québec que les vignerons ont peur des gels printaniers. Oui, et surtout, mais en même temps, dans plusieurs pays nordiques où la vigne pousse, c'est un moment critique. Même à Chablis, donc région viticole qui est très ancienne et très reconnue, les gels printaniers font vraiment des ravages dans les champs parce que le froid vient tuer le bourgeon. Donc, la vigne, elle perd beaucoup de tous ces bourgeons-là et par le fait même de futurs raisins. Donc aussi, c'est que quand on perd les premiers bourgeons, il y a un deuxième bourgeon qui va sortir. Mais là, les rendements de la vigne vont être baissés, puis ce ne sera pas nécessairement les meilleurs raisins que la vigne aurait pu produire. Puis si on perd ce deuxième bourgeon-là, puis c'est le troisième bourgeon qui émerge, puis là, ça devient vraiment compliqué parce que la vigne devient un peu en mode survie. Donc, la vigne va produire très peu, voire aucun rendement. Il y en a qui vont produire que du feuillage. Et un rendement de la vigne, c'est la quantité de raisin que la vigne produit, dans le fond? Oui, exact. En fait, c'est la quantité de jus produit par pied de vigne. Donc, c'est un peu ça le rendement. Ensuite, il y a la feuillaison. Donc, ça le dit un peu, c'est la vigne qui va produire de la verdure. Ensuite, on a la floraison. Donc, quand les bourgeons, tantôt, après le débourrement, bien là, ils deviennent des fleurs, en fait. Ici, ce qui est dangereux, c'est ce qu'on appelle la coulure. La coulure, c'est comme les pleurs? Non, pas du tout. En fait, la coulure, c'est quand le vent ou des grandes pluies ou, bref, des aléas climatiques viennent enlever le pollen de la fleur, voire même arracher la fleur en entier. Puis, ça l'empêche qu'elle soit fécondée comme il faut pour produire un fruit. Donc, en fait, c'est que tu as moins de fruits. Donc, les pleurs, c'est normal, mais la coulure, c'est dangereux pour le rendement de la vigne, de ce que je comprends. Exactement. Donc, par la logique, là, on a des feuilles, on a des fleurs. On est rendu à la nouaison. Donc, la nouaison, en fait, c'est quand la fleur se transforme en fruit. Mais elle ne se transforme pas, elle tombe, puis il y a un fruit qui pousse. Donc là, on est rendu à peu près à l'été, où le vigneron va vraiment faire de l'effeuillage ou non, tout dépendant de son climat, pour voir si son raisin veut avoir plus ou moins de soleil, tout dépendant de c'est quel type de raisin qu'il y a, c'est quoi son exposition au soleil. Bref, il y a plein de facteurs qui viennent en jeu. Puis, on veut, dans le fond, que le raisin ait du sucre, en fait, puis qu'il grossisse, puis qu'il change de couleur. Quand il change de couleur, on appelle ça la véraison. Donc, le pire, c'est qu'il ne devient pas tant vert, il devient plus rouge. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ensuite, jusque-là, ben, on veut juste que le raisin il grossisse comme il faut puis qu'il n'y ait pas trop de bestioles ou de maladies ou quoi que ce soit. Là, c'est là qui est un peu... ça reste quand même un moment qui peut être critique. Ensuite, jusque-là, on a les vendanges qui arrivent vers septembre, octobre. On veut vraiment aller chercher un raisin mature pour aller chercher le plus de sucre possible. Donc, en gros, on veut du sucre dans nos raisins pour que les levures puissent le transformer en alcool. Oui, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, on a un raisin à maturité, on vendange. Et rendu là, il nous reste seulement à tailler la vigne puis à la mettre en dormance pour l'hiver. Donc voilà, la taille puis les étapes de protection en fait, de la vigne rendues à l'hiver, ça va varier selon le climat du vignoble. Comme par exemple au Québec, suite à la taille, on va mettre des toiles pour venir protéger les pieds de vigne à cause des grands froids. Donc en résumé, on a les pleurs, le débourrement et la feuillaison au printemps, la floraison, la nouaison, les feuillages et la véraison durant l'été, la maturation et les vendanges durant l'automne et la dormance de la fin de l'automne et durant tout l'hiver. Ça semble vraiment simple comme ça, mais il y a une multitude de circonstances qui peuvent venir compliquer ce cycle de vigne-là, puis éventuellement impacter les rendements de la vigne. Donc, la qualité de vin qu'on va produire au final. Puis donc, on a parlé de la couleur, on a parlé des gels du printemps, mais il y a aussi des gels d'automne, il y a des parasites, des maladies, des tempêtes climatiques, les feux de forêt ces temps-ci aussi qui peuvent être dangereux, particulièrement à Ossoya, ce qu'on a vu la saison dernière. Bref, le travail de vigneron, c'est vraiment un gros, mais c'est un très beau défi. Donc voilà, c'est la vigne. En gros résumé pour la chronique, est-ce que je peux parler au sommelier? On vous invite à nous écrire sur les réseaux sociaux s'il y a un sujet que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Ça serait vraiment le fun de vous entendre. Alors, Justin, aujourd'hui, pour la chronique Découverte des sens, tu te lances sur l'odorat? Alors, aujourd'hui, pour la chronique Découverte des sens, je continue sur ma lancée du dernier épisode en vous parlant de l'odorat. Donc, dans la première chronique, j'ai parlé du profil visuel d'un vin et on a bien vu que chaque détail compte. La couleur, ses nuances, son opacité, la limpidité du vin, la présence des larmes sur les parois du verre, les bulles, etc. Toutes ces informations nous invitent à nous questionner sur la nature du vin que l'on déguste et il faut y prêter attention avant de plonger son nez dans le verre et goûter le vin. Maintenant, on passe au profil olfactif qui se fait en deux temps, qu'on caractérise par le premier et le deuxième nez.
Ces 2 étapes vont nous révéler des informations cruciales. Pour le premier nez, je pense qu'ici, on peut situer l'auditeur comme c'était au restaurant, puis que le serveur qui a ouvert la bouteille lui verse une petite quantité dans le verre, puis qui attend que le client contrôle. C'est quand il verse un petit peu, puis c'est comme « Ah oui, OK, c'est bon. » ça, on pourrait qualifier ça de premier nez, en fait. Exactement. Donc, on se met dans l'ambiance d'un restaurant. On est assis à table. Donc, quand au restaurant, le serveur vous verse du vin pour la première fois, il veut que vous vous assuriez que le vin n'a pas de défaut. Si le serveur ou le sommelier a bien fait son travail en décrivant fidèlement le vin au client, celui-ci l'a choisi parce que le profil décrit lui plaisait et est disposé à prendre la bouteille si elle ne présente aucun défaut. Donc, au premier nez, on n'agite pas le verre dans tous les sens. On ne fait que le porter à son nez, on inspire et on valide que le vin n'est pas bouchonné, oxydé ou réduit par exemple. On ne veut donc pas d'odeur de vieille boîte qui a pris l'humidité dans le sous-sol, de vinaigre, d'œuf pourri, de pâte à modeler ou même de sueur animale. Une fois qu'on établit que le vin est exempt de défaut, donc net, on peut aussi commencer à sentir les premières odeurs. La première qualité d'un vin Gabi, c'est avant tout de pouvoir retrouver le caractère fruité du raisin dans le verre. On veut donc du fruit au nez, après on peut élaborer. Vient ensuite le second nez. C'est là qu'on fait comme les professionnels et qu'on fait tourner tranquillement. Certains le font frénétiquement, bien entendu, le vin dans son verre. Ici, on veut oxygéner rapidement le vin pour que le plus de molécules aromatiques possible se dévoilent. On porte alors le nez à son verre et on hume bien comme il faut le vin. On peut suivre des schémas dans sa tête pour nous aider à associer les odeurs avec des arômes que l'on a enregistrés dans notre mémoire olfactive. C'est ici qu'il faut être évocateur. Quand tu parles de schéma, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, les arômes d'un vin sont classés en 3 catégories, donc on y va une étape à la fois. La première catégorie, ce sont les arômes primaires, donc directement liés à l'expression variétale du raisin, selon où il est planté. Ensuite viennent des arômes secondaires qui sont le résultat de la vinification, donc de la fermentation alcoolique et de l'élevage d'un vin. Enfin, on conclut avec les arômes tertiaires qui se développent avec le vieillissement en bouteille. Ce sont des arômes que l'on retrouve dans des vins qui ont pris de l'âge. Pour faciliter la vie des consommateurs et des professionnels, on regroupe les arômes de chaque catégorie par famille et c'est là qu'on trouve nos repères. Par exemple, pour les arômes primaires, on va parler de fruits rouges, de fruits du verger, de fruits exotiques, d'agrumes, de fleurs, des arômes végétales, des épices fortes, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut identifier les arômes primaires selon des cépages. En fait, c'est ça l'expression variétale. C'est les arômes primaires propres à chaque cépage. Exactement. Donc, on trouve caractéristiquement des notes de poivre dans la syrah, des notes de litchi dans le gewürztraminer, des notes herbacées dans les sauvignons blancs de climat froid ou de pétrole dans certains Riesling. C'est là que certains livres de référence, comme le Wine Folly, par exemple, peuvent nous aider à discerner des arômes. Pour les arômes secondaires, c'est à ce stade qu'on parle de notes boisées, d'autolyse ou celle issue de la fermentation malolactique. La fermentation malolactique, en fait, c'est quand on prend l'acide malique pour la transformer en acide lactique. Donc, c'est une acidité qui va être plus ronde en bouche, donc moins vive. Puis ça, au nez, on peut le sentir comme par le beurre, le fromage, le yogourt. C'est vraiment des arômes lactiques qui vont émerger du verre. Exactement. Donc, oui, plusieurs types d'acidité. On en parlera peut-être dans une prochaine chronique. Mais oui, exactement. Ensuite viennent des arômes tertiaires qui sont assez complexes, mais on peut parler d'arômes d'oxydation délibérée, d'évolution des notes fruitées ou de vieillissement qui peuvent nous rappeler le sous-bois, les champignons, le cuir, par exemple. Plus on trouve d'arômes dans un vin et plus elles sont expressives, alors plus on qualifiera de complexe ce vin. Sinon, on peut dire qu'il est simple ou ensuite riche. Est-ce qu'il faut avoir un nez vraiment bionique là, pour sentir puis identifier toutes ces odeurs-là? Non, pas nécessairement. Donc, comme le disait Joris au premier épisode, le nez, ça se développe par l'entraînement. Donc, c'est un sens qui n'est pas seulement inné, mais également acquis. En sentant bien des odeurs un peu partout, comme dans les marchés d'alimentation, je pense au marché Jean Talon, devant son assiette, au restaurant ou à la maison, au jardin botanique ou tout simplement dans la rue, on développe notre mémoire olfactive en additionnant de plus en plus de références. Il faut parfois les sentir plusieurs fois pour bien les enregistrer. Après, on arrive à les dénicher dans un vin. Donc, pour devenir un bon sommelier, on ouvre nos voies nasales, on est curieux et on sent le plus de choses possible. Je vous dis donc, continuez de fleurir les odeurs et au prochain épisode, on parlera du profil gustatif du vin. Merci beaucoup, Jason. C'était vraiment intéressant. Maintenant, on va sentir tout ce qu'il y a sur notre passage. On a vraiment hâte de t'entendre parler du goût. Ben oui. Donc, si vous voyez des gens dans la rue sentir un petit peu tout, ça se peut que ce soit des sommeliers Gabi. On est maintenant rendu à l'entrevue. Donc, comme mentionné tantôt, on a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Fred Tremblay du Vignoble Camille. Oui, un grand merci, Fred. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous deux. Alors, si tu me permets, je vais faire un rapide résumé de l'histoire du vignoble et de ton parcours, Fred, afin que nos auditeurs se situent un peu avant de commencer à te poser des questions, parce que des questions, on en a beaucoup. Donc, le vignoble Camille, vous avez acheté vos terres en 2010 et vous avez planté vos premières vignes en 2012. Vous avez appris énormément sur le métier de vigneron à travers des expériences multiples. Vous avez tranquillement grandi dans le monde du vin et appris non seulement comment maîtriser les techniques de viticulture et de vinification, mais aussi comment travailler vos terres qui ont un sol avec des coquillages qu'on peut retrouver d'ailleurs à Chablis ou à Sancerre, un peu le même type de sol. Vous cultivez de manière éco-responsable du chardonnay, du pinot noir, du pinot gris et vous faites également du cidre. Vous avez depuis 2012 remporté des prix pour plusieurs de vos vins. Vous êtes reconnu parmi les sommeliers du Québec et on peut maintenant vous retrouver autant dans les épiceries spécialisées que dans les listes de vins des plus grands restaurants de Montréal, même en France, à Paris. Fred Tremblay, bonjour. Merci pour la belle introduction. Ça me rappelle plein de souvenirs. Donc, maintenant, avec un peu l'introduction et tout, on comprend que le métier de vigneron, en fait, c'est un agriculteur, basically. Donc, pourquoi avoir choisi la vigne et le raisin? Je te dirais, pour moi, le métier de vigneron, c'est 3 métiers. Puis c'est une des choses que j'aime, c'est qu'en partie, on est agriculteur, il faut vivre avec la nature, il faut produire notre raisin. Dans deuxième temps, on est des transformateurs alimentaires, donc on prend le raisin puis on le transforme en vin. C'est de la chimie, c'est toutes d'autres sciences qui embarquent dans ça. Puis, quand on fait un produit dans n'importe quelle entreprise, il faut aussi savoir le vendre. Donc, quand on est des vignerons artisanaux comme nous, on l'est, on est tout petit comme projet. Donc, on s'occupe de toutes ces choses-là. Puis, c'est génial parce qu'on apprend sur ces 3 volets-là. Ouais. Puis, si on veut être bon au final, il faut être bon dans les 3 aspects. Ouais. Fait que moi, c'est une des choses que j'adore, c'est que j'ai comme 3 métiers en même temps en étant vigneron. Puis lequel représente le plus un défi depuis le départ? Chaque partie a ses défis propres. Évidemment, travailler avec l'agriculture, c'est travailler avec la météo, c'est travailler avec la nature. Donc, c'est imprévisible, c'est difficile à comprendre. La vie organique des plantes, etc. Je dirais quasiment qu'il y a un peu tout le monde qui a son interprétation des choses, mais c'est pas une science exacte qu'on sait que A plus B égale à C. C'est beaucoup plus compliqué que ça puis imprévisible. Fait que ça, c'est tout un aspect. La transformation, c'est aussi de la vie parce qu'on travaille avec des levures, on travaille avec des bactéries volontaires, comme tu parlais tantôt de la fermentation malolactique. C'est une bactérie qui fait cette fermentation-là. Toutes ces choses-là, encore une fois, c'est pas linéaire, c'est pas facile à prévoir. Fait que c'est beaucoup aussi d'apprentissage, puis ça prend des années. On est rendu à notre 9e vinification, puis cette année, j'ai encore appris plein de choses. J'ai des trucs que j'avais jamais vus qui se sont passés. Donc, je pense que je vais vous le dire 26 fois, mais moi, ce que j'adore aussi là-dedans, c'est que j'apprends tous les jours. Oui, c'est ça. Dans la vie, c'est mon motivateur principal, c'est d'apprendre. Donc, ça, puis l'aspect des ventes, c'est tout un autre projet que tous les entrepreneurs, peu importe le produit, peu importe l'entreprise qu'on a, on est soumis aux aléas économiques, on est soumis aux crises comme on a vécu dans les dernières années, des ralentissements économiques, etc. Il faut être capable de se positionner, d'avoir une bonne connaissance de son produit, d'avoir une bonne connaissance de sa clientèle. Fait que c'est quelque chose qui est aussi très compliqué de vendre quoi que ce soit. C'est vraiment un métier à part entière aussi d'être un bon vendeur. Puis initialement, Fred, on a eu l'occasion de s'entretenir un peu avec toi avant le début de l'épisode. Donc, tu es rendu à ton 9e millésime, on va dire ça comme ça, mais ça veut dire que tu n'as pas grandi dans la vigne. Tu as choisi d'être vigneron. Est-ce que ça a été un changement de carrière professionnelle pour toi? D'où tu es parti avec ça, en fait? Effectivement, je viens pas de ce milieu-là. Moi, j'aime dire que je suis un petit gars du Saguenay. De la vigne au Saguenay, maintenant, il y en a un petit peu, mais j'ai absolument pas grandi là-dedans. Je me suis intéressé au vin comme bien des gens en vieillissant, la dégustation des vins, mais à la base aussi, je suis ingénieur, puis j'aime comprendre comment les choses sont faites. J'ai encore parlé d'apprendre. Donc, le vin, ce qui m'attirait, c'était le vin comme produit, mais aussi d'où ça vient, comment ça fonctionne. Fait que de fil en aiguille, dans ma vie, dans ma carrière, il y a des portes qui se sont ouvertes, il y a des opportunités qui se sont présentées. Puis j'ai toujours embarqué du côté de comprendre un peu plus les vins. J'ai pas fait de cours de sommellerie, mais je pense que je suis quand même assez compétent de ce côté-là, puis j'aurais aimé ça les faire. J'ai fait des cours avec la SAQ qui donnait des formations aux adultes. Avec ma conjointe, on a fait ça pendant plusieurs années. On a rencontré des gens qui nous ont ouvert des portes, qui nous ont appris des choses. Donc, bon an, mal an, il y a comme quelque chose qui m'attirait là-dedans, c'est clair.
Puis, je pense que c'est un fait. Je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, mon côté ingénieur est assez fort aussi, planification, organisé. Puis quand tu arrives dans le monde du vin, quand tu fais du vin, on dirait qu'il n'y a pas de limite. Plus tu vas te mettre d'exigence, plus tu vas chercher la perfection. Tu dormiras peut-être pas de la nuit pendant plusieurs mois, mais il y a toujours de la place à s'améliorer. Donc, moi, je m'éclate aussi là-dedans, même si le métier n'est pas toujours facile. C'est une façon de me réaliser parce que cette espèce de quête-là de la perfection, ben, on peut s'amuser à faire ça jusqu'à la limite où qu'on se met nous-mêmes dans le procédé. Fait que j'aime beaucoup ce que je fais. Puis initialement, l'atteinte de la perfection, est-ce que tu faisais au départ par comparaison avec d'autres régions, d'autres vins, et maintenant tu dis la perfection que j'atteins, c'est en fait l'incarnation de ma personnalité dans mon vin, de mon terroir, puis il y a une fierté avec ce que le fruit te donne, ce que les terres te donnent. Comment un peu tu jauges tout ça maintenant dans la personnalité que tu veux donner à ton vin? Bien, je pense qu'on est encore loin de la perfection. Puis c'est ça qui est intéressant. Le jour où on aura atteint, je ne sais pas qu'est-ce qui sera la prochaine étape, mais c'est pas un plafond, là. C'est pas quelque chose qu'on peut atteindre. C'est toujours d'essayer de faire le mieux de ce qu'on peut faire. Puis je pense que c'est dans tous les métiers. C'est pas juste quand on fait du vin. Mais j'essaie toujours de m'améliorer, d'apprendre plus. Puis c'est comme tu le dis, c'est au niveau du raisin, au niveau des saisons, d'être capable de comprendre que s'il y a une saison qui est plus pluvieuse, ben peut-être la première année, tu vas te faire avoir sur une couple de choses. Tu vas avoir des maladies, tu vas avoir des choses comme ça. Mais ta job, toi, c'est de comprendre. Puis la deuxième année où tu as la même chose, ben là, tu ne devrais pas te faire avoir encore de la même façon. Fait que c'est un peu ça qui est dur comme apprentissage. Ah, puis c'est sûr aussi que, tu sais, comme le vin, c'est un produit que tu peux faire une fois par année. Fait que quand tu as une erreur ou quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme tu veux, ben c'est tough. On s'en reprend l'année prochaine. C'est comme si c'est des gros challenges, c'est des gros enjeux, en fait. Là. Ouais, moi, quand ça va faire 20 ans que je fais du vin, je vais en avoir fait 20 fois. C'est ça, c'est pas tant que ça. Des amis brasseurs que je suis jaloux d'eux autres parce qu'ils peuvent faire une brassin par semaine, ils peuvent en faire un par mois, ils peuvent en faire 2 par jour. Oui, c'est ça. Fait que la courbe d'apprentissage est différente aussi. Nous, on a notre raisin une fois par année, puis on fait une vinif par année. Donc, je vois pas le jour où je vais être complètement... Expert. Oui, exactement, rendu au bout de ça. Là. Puis... Oui, non, c'est sûr. Là. Ça se bâtit sur des générations. Oui. Mais honnêtement, oui. Tu me mets de la pression, là. Le grand domaine, Camille. Selon ton expérience à toi, c'est quoi le plus grand mythe qu'il y a sur le travail du vigneron, surtout au Québec? Bien, peut-être, les gens voient surtout, je pense, en premier l'aspect agricole. Donc, on a souvent, je pense, les gens l'impression que les vignerons, l'hiver, on fait rien. Fait qu'on est en vacances, puis il se passe rien. Mais je parlais de transformation, je parlais de vente. Donc oui, le métier agricole pendant l'hiver est en pause, mais on continue à faire les préparations des vins, les fins des fermentations. Il faut faire les clarifications avant les embouteillages. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on fait en ce moment. La plupart des vignerons de la planète ou de l'hémisphère nord, en ce moment, on est en train de soit de préparer ou soit de faire des embouteillages. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail aussi pour faire ça. Puis, comme je disais tantôt, l'aspect vente, ça n'arrête jamais. C'est ça. Le début de l'été, surtout au Québec, évidemment, avec les hivers, les Québécois, on est tellement contents de sortir dehors l'été que c'est une des saisons où on vend le plus de vin. Donc, mai, juin, c'est beaucoup de livraison. C'est tout cet aspect-là de contacter nos clients, de garder les liens avec la clientèle. Fait que le métier de vigneron au complet, c'est 365 jours par année. Ça n'arrête jamais. On a toujours quelque chose à faire. Mais évidemment, l'aspect agricole, lui, il a une durée limitée dans le temps, ce qui nous permet de faire des travaux, des réparations. Ce qu'on n'a pas le temps de faire pendant l'été aussi, on fait ça après ça pendant les périodes un peu plus tranquilles. Fait qu'on on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Puis il y a quand même une équipe aussi derrière avec toi, j'imagine. Je voyais, bon, vous avez un agronome un peu qui vient vous voir, un œnologue aussi. Vous avez des travailleurs avec vous dans les champs pour récolter raisins, tailler. Qu'est-ce que ça représente de cultiver comme plusieurs hectares et d'assembler une équipe derrière nous? Je peux pas te répondre, je ne sais pas. Je cultive juste 2 hectares et demi, donc c'est tout petit. Mais même avec 2 hectares et demi, on a des travailleurs mexicains qui sont avec nous autres pendant l'été pour être capables de faire le travail au champ.
Je continue à en faire aussi moi-même parce que je veux garder ce contact-là puis cet Ouais. apprentissage-là. J'ai même quelques rangées spécifiques que j'essaye de faire toutes les opérations Ah ouais. sur ces rangées-là pour voir les mêmes pieds de vigne d'une opération à l'autre, d'une saison à l'autre, pour voir comment ça se comporte. Je peux faire des tests aussi. Effectivement, c'est un des éléments que je voulais t'amener aussi sur ton intro, c'est qu'une des clés aussi, c'est de bien s'entourer. Ouais. Donc, Ouais. on travaille avec des agronomes qui nous amènent des connaissances au niveau de la vigne. Puis ce qui est génial aussi, c'est que nos agronomes, en général, ils travaillent avec plusieurs producteurs. Fait qu'ils n'amènent pas nécessairement juste des connaissances qu'ils ont acquis dans des livres, dans des cours, mais c'est l'information entre nous autres qui Ouais. circule quasiment par eux. Fait qu'ils, bon, professionnellement, ils peuvent pas nous dire qui a eu quel problème ou quel enjeu, mais on est capable un peu d'avoir de profiter un peu de l'expérience de nos collègues, même si on se parle aussi entre nous autres. Ouais. Mais l'agronome, moi, j'aime ça aussi parce que c'est comme un point en commun entre les producteurs. Fait qu'on apprend un peu de ce qui s'est passé chez les autres. En vinification aussi, on a des gens qui nous aident. Moi, j'ai une coach qui est à Niagara. La personne avec qui je travaille est là-bas, puis elle fait des vins extraordinaires dans la vallée du Niagara. Puis elle a généreusement accepté de me coacher dans mon projet. Fait que c'est pas quelqu'un qui est sur le plancher avec moi puis qui me dit mets ce tuyau-là sur la pompe Ouais. puis Ouais. des choses comme ça. Mais une fois par année, on Elle déguste guide. tous les vins ensemble. OK. Puis je disais que quand j'essaye d'améliorer la qualité, ben Kelly, elle me fait des commentaires, puis elle me dit OK, ça, tu devrais peut-être essayer d'aller plus par là ou de telle façon. Ou Ah, as-tu eu un enjeu avec ça parce que je détecte quelque chose? Fait que c'est aussi très important, je pense, d'avoir des. Comme n'importe quel, encore une fois, projet d'entreprise, plus tu vas t'entourer de personnes compétentes dans ton équipe, Ouais. plus tu vas réussir à avoir des bons résultats. Mais c'est ça. À la base, on est un tout petit projet. Des fois, je dis qu'on est un nano-vignoble parce qu'on n'a vraiment pas une grosse production. Puis on fait beaucoup de choses nous autres mêmes. Moi, j'adore ça. Ben oui. J'aime ça, toucher à tout puis apprendre. Donc, la grosseur qu'on a là, je trouve ça génial. Puis je veux pas nécessairement être plus gros que ça parce que ça me permet justement d'avoir encore la main dans tout. Puis, je le cache pas, le contrôle aussi sur un peu Ben tout, oui, c'est parce clair. que c'est pas quelque chose que je déteste non plus, avoir le contrôle sur ce qui se passe. Tu parles de t'entourer de gens. Est-ce que tu sens qu'il y a une camaraderie entre les vignobles au Québec? Est-ce que tu sens que tu es supporté par tes collègues vignerons québécois? Ben, je dirais qu'on est comme n'importe quel autre être humain. Que quand tu es en relation avec d'autres personnes, la première chose, tu as tes voisins. Fait que moi, on est plusieurs vignobles dans le coin chez nous, on est quelques-uns. Ben, on se connaît, on s'aide, on discute. Quand il y en a un qui a un problème, on s'appelle puis on s'entraide. Fait que c'est une relation de voisinage comme ça existe avec n'importe quel groupement de personnes. Puis après ça, tu as des gens un peu plus loin. Il y en a avec qui tu as des affinités, il y en a d'autres avec qui tu en as moins. Puis, il y a un méchant paquet de monde autour de toi que tu n'as juste jamais rencontré pour toutes sortes de raisons ou tu n'as jamais Ouais. eu l'occasion de parler avec eux autres. Fait que je dirais que la relation entre les vignerons, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'animosité. Il y a des gens qu'on apprécie plus que d'autres parce qu'on a eu l'occasion de les rencontrer. Il y en a d'autres que je connais pas, puis je me dis probablement que je profiterais de les connaître aussi. Fait que c'est ça tourne pas mal autour de ça, mais le petit noyau des voisins, c'est vraiment là où ça se passe un peu plus OK. parce que c'est plus logique aussi de s'entraider entre nous autres. Dis-moi, Fred, si je me trompe, mais je regarde un peu le paysage du vin au Québec, puis je compare avec d'autres régions où je trouve que parfois les lois sont plus permissives ailleurs par rapport à la coopération qu'il peut y avoir entre les vignerons, par exemple, au niveau de se prêter de l'équipement, même des fois dans le transport, parce que si je ne me trompe pas, la législation au Québec vous oblige à, lorsque vous vendez dans des établissements, à transporter vous-même vos vins. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont très sévères pour les vignerons, qui vous rajoutent quand même une charge administrative. Comment tu vois ça un petit peu, tous ces barrières-là qu'il peut y avoir au développement? Ben, je me ferai pas d'amis, mais ma réponse, c'est un mot, c'est ridicule. Je trouve que c'est complètement ridicule, toutes les règles auxquelles on est soumise. Il y en a un méchant paquet qui n'ont juste pas de raison d'être. Où je suis pas assez intelligent pour les comprendre, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui datent d'une autre époque puis qui sont encore en vigueur. Mais effectivement, on a plein de règlements. Je parlais d'Ontario. Si on fait juste comparer avec l'Ontario, ça n'a rien à voir, la charge réglementaire qu'on a, les limitations qu'on a qui n'ont pas là-bas. Puis, honnêtement, je pense que ça ampute sérieusement la rentabilité économique des projets de vignobles au Québec. Ouais. Un des gros freins à notre industrie, c'est 5-6 petits règlements que, moi, personnellement, je ne demande rien de plus. Tout ce que je voudrais, c'est qu'on enlève des paragraphes dans des règlements pour être capable de nous enlever certains trucs. Comme tu dis, mettons, la livraison de nos produits.
Quelqu'un qui fait de la bière a le droit de travailler avec un distributeur. Il y a plein de distributeurs que leur métier, c'est de distribuer les caisses de bière aux établissements. Bien, quand on est un vigneron artisanal au Québec, il faut qu'on fasse... Ça prend quelqu'un qui est sur la paye de l'entreprise qui fasse les livraisons. On n'a pas le droit de faire affaire avec des tiers. On n'a pas le droit de faire affaire avec des Postes Canada de ce monde, même pour transporter des bouteilles. Il y a plein de choses comme ça qui font que, au final, ça nous fait perdre du temps, puis ça enlève même des opportunités d'affaires de façon énorme. Vous pouvez même pas faire des routes de vin communes, là. Ouais, Avec plusieurs ça. vignobles, on démarre tout du point A, on fait des petits arrêts, puis on va tout au point B ensemble. Moi, C'est quand impossible. je pars à Chicoutimi aller faire mes livraisons, j'ai pas le droit de dire aux Chaboté puis aux Bacchante, qui sont mes 2 voisins, de dire « t'as 4 caisses à amener, je vais les embarquer dans mon camion puis je vais les livrer en même temps ». C'est interdit de faire des choses comme ça. Fait que c'est ça. Ben, puis si je me trompe pas, en fait, c'est aussi une des barrières qui fait qu'en Ontario ou dans le reste du Canada, on retrouve très peu les vins québécois. C'est un marché qui est à côté de nous autres, on n'a même pas accès. Il y a ça aussi là, je trouve qui est limitant. Là. Bien, l'export en général, c'est toujours plus compliqué parce que chaque pays, chaque province, chaque groupe, toujours un petit peu des... Bon, je ne suis pas un économiste, là, mais disons des barrières à l'entrée qu'ils essayent de protéger ce qui est de l'intérieur. Puis quand tu veux envoyer des produits toi, tu veux envoyer des produits dans leur pays, c'est plus compliqué. Il y a des taxes de plus, il y a le transport qu'il faut absorber, tout ça. Donc, en termes généraux, exporter, surtout à la taille de l'industrie du vin au Québec, on n'est pas encore très gros. Donc, je ne pense pas qu'il y ait tant d'opportunités que ça. Il faudrait qu'on soit des vignobles qui avons des grosses productions pour être capable d'amortir les coûts sur plein de bouteilles. Mais la plupart des projets, on est des projets relativement petits. Fait que c'est pas quelque chose qui est facile. La vente à l'extérieur, à l'intérieur du Canada, mais à l'extérieur du Québec aussi, effectivement, c'est un peu compliqué. Juste parce que, par exemple, en Ontario, c'est la LCBO qui est un peu l'équivalent de la SAQ. Bien, si tu veux vendre là-bas, tu es traité comme un fournisseur, comme si on était en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Okay. C'est pas parce qu'on est à côté que le processus est différent. Pour eux autres, on n'est pas de l'Ontario, ben on passe par les mêmes choses que tout le monde. Fait que c'est ça. C'est assez difficile. Techniquement, c'est possible, mais c'est absolument pas rentable. Oui, c'est ça. Mais là, on va rentrer dans une partie peut-être un petit peu plus technique. Fait que pour nos auditeurs, je vais faire un petit aparté, vous expliquer un peu la différence entre une vigne de Vitis vinifera et une vigne de Vitis lambrusca. Donc, Vitis vinifera, en fait, c'est surtout les cépages européens, comme on parle du Chardonnay, du Pinot Noir, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc. Puis, c'est des cépages qui sont un petit peu plus fragiles, donc aux maladies et tout. Donc, souvent, on va les prendre pour les croiser avec des Vitis lambrusca pour produire des espèces de vignes résistantes aux maladies et au changement climatique, qu'on appelle des hybrides. Il y a plein d'autres types aussi, là, comme des Vitis riparia, Vitis rupestis. Bref, il y a vraiment une panoplie d'espèces qui ont chacune leurs propriétés puis qu'on peut venir croiser ensemble pour faire des hybrides, puis avoir des pieds de vigne adaptés à notre propre terroir. Donc, c'est un peu ça la petite aparté que je voulais faire. Toi, Fred, vous avez seulement des Vitis vinifera, donc c'est-à-dire Chardot, Pinot Noir, Pinot Gris, dans un climat nordique qui est propice à la maladie. Donc, pourquoi avoir choisi des vignes de Vitis vinifera? Bien, c'est ça, comme tu dis, on est 100% vinifera. La raison principale, c'est qu'on est petit. Si j'avais planté 30 hectares de vignes, j'aurais sûrement varié, j'aurais mis des hybrides aussi, puis on serait amusé avec plus de cépages. En étant petit, premièrement, on voulait limiter le nombre de cépages parce que d'avoir 26 vins différents, c'est plus compliqué à vendre, à gérer les étiquettes, à gérer toutes ces choses-là. Fait qu'on voulait quand même garder ça dans une échelle qui était gérable. Donc, on est allé avec des raisins, des cépages que moi j'aime. C'est un peu bizarre. Pas là, plus compliqué que ça. Ben, c'est ça, j'aime les vins qui sont produits avec ces cépages-là. C'est vraiment une question de goût. Puis, en raison de la petitesse du projet, ben, on est allé juste avec ça. Mais comme je te dis, si on avait été beaucoup plus gros, on aurait varié juste pour réduire le risque. Parce qu'effectivement, il y a plus de risques en travaillant sur des cépages européens. C'est surtout l'hiver qui sont plus sensibles au froid. Tu l'as mentionné un peu tantôt, mais on utilise des géotextiles pour être capable de les recouvrir pendant l'hiver, pour leur donner un petit break qui fasse un peu moins froid. Des géotextiles, c'est pas parfait. Il faut idéalement qu'il y ait de la neige parce que l'isolant vraiment qui protège la vigne, c'est la neige, c'est pas nécessairement le géotextile.
Il y a des hivers, surtout dans le sud du Québec où on est situé, nous, où il n'y a pas de neige. Il y a des hivers... Cette année, on est chanceux. Le plus bas qu'il a fait chez nous cet hiver, c'est -16. On n'est jamais allé en bas de ça. Ah, wow. Le point critique, normalement, on dit que c'est autour de -20, qu'on ne veut pas que les vignes soient en bas de -20. Fait que cet hiver, ça a été génial comme hiver. On ne devrait pas trop perdre de bourgeons. Moi, j'ai regardé l'an dernier, il commençait à faire chaud à cette période-ci de l'année. On disait, oh, wow, c'est le fun, on se met en short, on se met en t-shirt. Mais là, quand on est en sommellerie, on fait, ah, mais qu'est-ce qui se passe pour les vignerons? Là, comme la vigne sort, on se met des shorts aussi. Nous, on pense, dans une autre vie, on pensait au beau temps. Maintenant, on pense aux vignerons. Puis on est comme, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il avoir un dernier gel? Et on va-tu allumer des feux? Là, on voit ça. Il y a des articles aussi dans les journaux. Les gens voient de la boucane, se demandent c'est quoi. C'est avec les aléas climatiques. Fred, je veux juste voir avec toi, c'est quoi les défis, surtout au printemps, alors qu'on se réjouit tous du beau temps dans les vignes? Reste-t-il que c'est un défi majeur? Bien, tu as parlé d'aléas, c'est un peu là la clé. Réchauffement climatique, je pense que c'est des choses qui se regardent à long terme, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va être positif pour les vignobles, mais surtout, ce qu'on voit en ce moment, c'est des changements ou des yo-yo climatiques. Que je dis, on a eu là l'hiver précédent, ou l'hiver courant, c'est l'hiver le plus chaud. Moi, j'ai ma station météo, c'est ma grande amie qui me donne des données depuis 13 ans, fait que je m'amuse à analyser ça régulièrement. Depuis 13 ans, dans mes données, c'est sûr que j'ai jamais vu quelque chose de proche de cet hiver en termes de pas de froid. Puis par opposition, les 2 hivers précédents, je dis ça a été les deux plus froids pendant ces 13 années-là. Fait qu'on se promène de 2 hivers extrêmement, ou avec des nuits extrêmement froides, à un hiver qui est vraiment, vraiment chaud. Le printemps, l'année dernière, 2023, on a eu des gels historiques au Québec qui ont vraiment fait mal à beaucoup de producteurs. Que le 17 mai, il a fait -5, -6, -7, tout dépendant des régions au Québec. Bien, ça, c'est extrêmement difficile parce que les feuilles ont déjà commencé à sortir à ce moment-là. Donc, ce que tu expliquais tantôt, Gabriel, c'est ce qui s'est produit. C'est que, les feuilles qui brûlent à ce moment-là, on les perd, les bourgeons sont terminés. Puis, ça affecte beaucoup, beaucoup la production, ça affecte la vigne. Donc, c'est des choses qu'on constate, c'est qu'on voit plus en plus d'extrêmes comme ça. Par opposition, en 2023, on a fini l'année avec un mois de septembre qui était tout simplement parfait. Oui, c'est vrai. 30 degrés pendant une semaine au début du mois, puis après ça, il faisait 24 degrés avec du soleil à 3 jours jusqu'au 3 octobre. Il n'y a pas eu de pluie pendant tout le mois de septembre. Puis on a eu une bonne semaine de pluie en octobre, là, à un moment donné, là, quand même, mais avant ça, c'était magnifique. Gros soleil, par définition, si on écrit un mois de septembre parfait, ben, ça serait une copie du mois de septembre 2023. Moi, je voulais savoir, Fred, on en a aussi jasé avant l'entrevue de l'exposition que tu as à l'international avec tes vins. On a parlé de Paris tantôt. Comment ça se passe pour toi? Comment tu le vois de pouvoir percer un peu dans certaines cartes de restaurants, étoilés Michelin, d'avoir cette place-là qui est unique sur les grandes tables? C'est quand même un bel honneur. Comment tu le vois? Ben, c'est exactement ça. C'est un honneur incroyable. On a commencé à envoyer du vin à Paris il y a 4 ans. Suite à la rencontre avec quelqu'un qui est là-bas, Alexandre de l'agence Or et Vin, qui a sa cave là-bas à Paris, donc il vend des bouteilles. Puis il y a aussi un pied au Québec où il y a une agence de vin au Québec. Puis en rencontrant Alexandre, à un moment donné, il aimait beaucoup le Chardot, puis il me demandait si on accepterait d'en envoyer là-bas. Fait qu'on a commencé l'aventure ensemble. Puis Alex connaît plein de restaurants là-bas, dans les meilleurs restaurants. Sa cave à Paris, c'est un bijou. Là. Il y a des bouteilles là-dedans, ça n'a juste pas de sens. Là. Fait que, il a mis les produits en contact avec certains restaurateurs, dont des restaurants étoilés Michelin. Puis de fil en aiguille, là, on est rendu, il y a 4 restaurants étoilés Michelin en ce moment qui ont notre Chardot sur leur carte. Fait que c'est génial. Pourquoi on le fait? Bien, premièrement, je dirais parce qu'on a la possibilité de faire rayonner le Québec, de faire rayonner qu'est-ce qu'on fait ici. Fait que, honnêtement, je parlais de l'export tantôt, je ne vous le cache pas, on ne fait absolument pas d'argent en envoyant du vin là-bas parce que les coûts de transport pour les volumes qu'on envoie sont beaucoup trop grands. Mais quelqu'un te propose ça puis dit « Hey, tu as la chance de faire ça, de montrer ça aux autres. » Bien, on a dit « Go, c'est ça, on va l'essayer. » Une belle visibilité, là. Puis ça fait que ça donne la visibilité, je pense, pour l'ensemble de nous autres. Puis je le cache pas, ça donne la visibilité pour nous autres, pour le vignoble Camille aussi. Que c'est une façon aussi de se donner de faire parler de nous autres, finalement. Fait que, l'apprentissage a été quand même un thème récurrent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre dans la prochaine année sur le travail de vigneron?
Si je te paresseux, je te dirais rien. Ça voudrait dire que tout va sans aucun problème, sans rien, mais non. Je sais pas, moi je pense que où j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, c'est le travail au champ. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses qui arrivent. Les premières années, entre autres, je dirais les 3-4 premières années, on n'avait pas tant de maladies ou ça se passait quand même assez bien dans le champ, mais on dirait que plus les années ont augmenté, ont avancé, plus les inoculums de toutes sortes de problèmes se sont développés dans le champ. Puis là, on est encore plus exposé que les premières années. Donc, c'est ça. C'est vraiment pas facile. Puis, comme je disais tantôt, pour quelqu'un qui a un esprit pragmatique comme moi, qui est habitué à avoir des explications puis des réponses aux problèmes, quand on est avec du vivant dans un champ avec un écosystème au complet, ben, c'est dur de comprendre. C'est dur d'avoir vraiment des conclusions claires. Donc, c'est clairement, oui, j'ai encore plein de choses à apprendre de ce côté-là, puis ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais ça apprendre encore plus vite, je te dirais. C'est clair. Il y a juste 24 heures dans une journée. Oui, c'est ça. Sauf pour Gabi. On en invente, je sais pas où aller sortir. Si tu avais un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer, qui veut commencer un vignoble au Québec, ce serait quoi? C'est-tu un conseil ou une mise en garde ou je ne sais pas trop comment dire ça? Bon, il y aurait peut-être 2 volets. Premièrement, je l'ai mentionné tantôt, économiquement, je pense que vous pouvez demander à mes collègues, faire de la vigne au Québec, c'est très dispendieux, ça coûte cher. Ça coûte cher partout dans le monde, mais spécialement ici. Donc, ça, c'est un aspect à ne pas négliger, d'avoir un plan d'affaires solide, puis de parler avec des producteurs, au moins 1, 2, 3, avant de commencer son propre projet. Puis l'autre truc que je dirais, c'est, puis qui est un peu en opposition, c'est de ne pas commencer un projet trop tard non plus. Je suis désolé, mais un vignoble, c'est pas un projet de retraite. Tant qu'à moi, c'est quelque chose que tu commences quand tu es peut-être dans la fleur de l'âge à 40 ans, puis que tu as encore de l'énergie, puis de la fougue, tout ça, parce que c'est énormément de temps, c'est énormément d'énergie, de frustration, de ci et de ça. Donc, moi, je pense que c'est ça. Moi, j'ai commencé, j'avais juste en bas de 40 ans, puis aujourd'hui, je ne recommencerai pas. En sachant ce que je sais, je ne recommencerai pas à l'âge que je suis rendu maintenant. Mais c'est vrai qu'on a vraiment pas les 2 images, mais dans toute la multitude de vignobles qu'au Québec, on a un peu ça, le projet de retraite. Là, on dirait que le vignoble québécois a un peu parti comme ça dans les années 80-90, des gens qui voulaient comme s'acheter des terres, comme récolter tranquillement la vigne. Mais maintenant, on a aussi toute la relève. Toi, tu dis que tu as commencé à 40 ans. Je pense aux gens des Pervenches, je pense aux gens à Hugo Grenon aussi, aux Polissons qui partent jeunes. Et on prend en nommer, on prend en nommer plein d'autres. Oui, de plus en plus, je pense qu'on voit le métier, en fait, c'est ça. Je pense que le vigneron n'est plus rendu un projet de retraite, mais bien un métier. Là. Je trouve que c'est un changement de... Oui, chaque projet, ça a raison d'être, puis les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais si moi, on me le demande, je pense qu'il faut mieux embarquer là-dedans quand on est plus jeune, malgré qu'économiquement, je peux comprendre que c'est en opposition, que c'est pas le moment nécessairement où tu es au sommet de ta richesse. Puis il faut les acheter, les terres. Oui, c'est ça. Oui, ça fait partie de toutes mais surtout, ça a tellement aussi... Toute la valeur des terres, ça a tellement augmenté, même quand nous, on a commencé nos projets, puis certains de mes collègues aussi, on a acheté dans une période où c'était beaucoup plus réaliste d'acheter. Même si je parle d'énergie, même économiquement, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas capable de repartir un projet non plus. Les salaires n'ont pas suivi le prix ou l'augmentation de la valeur foncière. Non, c'est ça. On a beaucoup parlé de la viticulture. Maintenant, j'aimerais savoir au chai. Fred, c'est quoi la signature que tu recherches dans tes vins? C'est quoi? On est sommelier, on est à une table. Qu'est-ce que tu aimerais que le client sache à tout prix sur c'est quoi la signature du vignoble Camille? Je voudrais qu'ils goûtent puis qu'ils fassent, eux, leur propre idée de voir c'est quoi le style des vins qu'on fait. Puis je vais te répondre aussi en parlant d'un autre produit, le cidre. Ouais. On a commencé à faire du cidre en 2021 sous l'influence de quelques-uns de mes collègues qui me disaient « T'as des pommiers sauvages chez vous? Moi, j'ai commencé à récolter mes pommes puis à faire du cidre, puis c'est bon. » Fait qu'on est embarqué là-dedans aussi, dans cette espèce de mouvement-là.
Puis initialement, j'ai ramassé les pommes sauvages qui tombaient à terre, que ça faisait 10 ans que c'était les chevreuils qui les mangeaient, mais tout d'un coup, on a décidé de les transformer, de faire du cidre avec. Puis la première fois qu'on le fait, on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Fait que tu as un peu une espèce de hasard la première fois que tu fais des vinifications ou des cidrifications, je ne sais pas comment il faut le dire. Il y a eu un heureux résultat, peut-être justement pour les vins en raison de tout ce qu'on avait fait au préalable pour mettre les chances de notre côté. Mais il y a un peu ça aussi. Quand on commence à faire le premier millésime, la première année, moi, j'en ai fait en test en 2015. Ma premier millésime commercial, ça a été 2016, mais en 2015, j'ai commencé à faire des tests. Puis j'étais très content de ce que j'ai obtenu comme résultat. Mais c'était un peu un coup de dé, là. T'sais, autrement dit, j'avais mis toutes les chances de mon côté, mais ça m'a donné ça. Puis, le raisin, c'est bon, ça a bien fonctionné. Oui, le sol donne l'effet que je veux, la barrique donne l'effet que je veux, etc. Fait que ça s'est un peu développé comme ça. Puis après ça, d'année en année, il y a clairement, je pense, dans nos vins, si on prend spécialement le Chardot, il y a un style. On peut faire une verticale ensemble, là, de même 2015, parce que j'ai encore des tests que j'avais faits à ce moment-là. Puis on voit l'effet du millésime. Donc, il y a une espèce de variation sur une année par rapport à l'autre. Mais il y a une trame centrale qu'on reconnaît le style Camille dans chacun des millésimes aussi. Donc, il y a quelque chose qui s'est installé qui est un mélange entre le terroir, le sol qui fait pousser la vigne, la façon dont on travaille au champ aussi. Moi, je pense qu'en travaillant avec des vinifera, il faut avoir un travail au champ qui est impeccable. Je mentionnais un peu des maladies tantôt. On est très propice. Le pinot noir est très susceptible. Le pinot noir, c'est le raisin le plus dur à produire puis à vinifier. C'est un peu le summum, justement, quand tu commences à te frotter à ça. Fait que c'est ça, le travail au champ, il faut qu'il soit impeccable, les effeuillages, tout ça. Nous, on travaille les vignes à la brosse à dents, mais je le fais pas juste parce que je suis un peu fou. Je le fais parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire pour être capable d'avoir un résultat qui est le meilleur possible. Donc, c'est ça. Fait que c'est le reflet d'où vient le raisin. Puis après ça, le reflet de comment on travaille en vinification. Comme je disais, on n'intervient presque pas. On fait presque rien on rajoute presque rien dans les vins. Puis c'est la façon qu'on travaille, la folie aussi de dire il faut que les choses soient faites au bon moment. Puis on fait des suivis, puis on est là. Puis je veux vraiment pas passer à côté. Fait que je mets beaucoup de temps aussi là-dedans. Juste, je vais faire un petit astérix. On a parlé que le pinot noir était difficile à cultiver. En fait, c'est que le pinot noir, c'est une grappe de raisin qui est vraiment toute serrée, collée entre elles. Ce qui fait que quand l'humidité pogne là-dedans, c'est vraiment difficile de l'aérer puis de la sécher comme il faut. Ce qui fait que les maladies sont vraiment plus propices à se développer à travers tout ça. Puis, ils ont une peau qui est aussi très plus mince, je dirais, que certains raisins, ce qui fait qu'il peut fendre plus rapidement, puis avoir des bactéries qui rentrent dans le raisin. Autre petit astérix, faire une verticale, en fait, c'est prendre des vins, le même vin de plusieurs millésimes différents. Donc, exemple, prendre le chardonnay de 2014, 2015, 2016, 2017, puis les déguster un à côté de l'autre pour voir comment est-ce que le vin évolue d'une année à l'autre. Voilà mes petits astérix. Fred, ça vient d'où, Camille? Ça c'est la question que j'aime qu'on me demande. Camille, c'est ma famille. Au Saguenay, d'où je suis originaire, la famille Tremblay est très nombreuse. Donc, historiquement, maintenant, c'est beaucoup moins utilisé, mais avant ça, c'était plus utilisé. Les familles avaient des surnoms. Fait que, il y a quelque chose comme une quarantaine de surnoms pour les familles Tremblay. Donc, moi, du côté de mon père, on est des Tremblay Camille, parce que mon arrière-grand-père s'appelait Camille. Fait que les descendants de Camille, ils les appelaient les Tremblay Camille. Ma mère est une Tremblay aussi. Donc, du côté de ma mère, c'est des Tremblay picotés. Parce que Alexis Tremblay, il était roux, il y avait des taches de rousseur. Fait qu'il l'appelait Alexis Picoté. Fait que les descendants sont appelés Tremblay picotés. Donc, c'est ça. C'est plus beaucoup utilisé. Il y a des Tremblay qu'on sait d'où ça vient, mais moi, c'est un peu un hommage à ma famille quand on a commencé le projet de vignoble. Donc, au lieu d'appeler ça Château Tremblay, on appelait ça Vignoble Camille. Puis dans la famille chez nous, tout le monde est content d'avoir un peu notre nom associé à ça. Ah, c'est cute, c'est une belle histoire. Donc, le Saguenay qui s'illustre à Saint-Bernard-de-la-Colle. Oui, c'est exporté un petit peu pour aller chercher un peu de soleil, là, mais...
Moi, Fred, j'ai le goût de te dire que tu es un ambassadeur extraordinaire du vin québécois. Il y a énormément de générosité dans tes réponses. On en a appris beaucoup. Oui, merci. Donc, Fred, pour nos auditeurs, où est-ce qu'on peut retrouver tes vins? Dans tous les meilleurs restaurants du Québec, c'est ce que j'aime dire. Donc, les vins sont présents en restauration. Malheureusement, pour plein de raisons qu'il faudrait faire une émission complète pour en parler, on n'en a plus dans les boutiques spécialisées. OK. Sauf que les cidres qu'on produit, qu'on appelle le cidre vigneron, on l'a en restauration et aussi dans les boutiques spécialisées qui vendent du cidre au Québec. Alors, petit cue pour nos auditeurs, venez au restaurant de l'Institut, donc le restaurant de l'ITHQ, Oui. vous allez trouver les vins de Fred. Toute la sélection est là. Voilà. Yes. On l'a devant nous. Oui, donc maintenant que vous savez où aller acheter les vins du vignoble Camille, ben, Ou les consommer, du moins. ou les consommer, allez-y en courant. Donc, merci encore, Fred, de t'être prêté au jeu avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos super belles questions. Ben, merci à vous autres, c'était fort agréable. Ah, génial. Donc, si ça te tente, on va te garder pour notre chronique Chin Chin. Donc, aujourd'hui, pour la chronique Chin Chin, on reste dans la thématique des vignobles québécois. Donc, pour ma part, je vais vous proposer la cuvée des brasseurs 2022 du vignoble et domaine Beauchemin, qui sont situés à Yamachiche. Donc, c'est un vin rouge fait en nature et en bio à partir de cépages hybrides, donc de Frontenac Noir, de Marquette, de Radisson et de Chambourcin. Toutes des cépages qu'on n'est vraiment pas habitué de voir, mais vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, c'est un vin qui est super léger, très frais, les tanins très légers, donc très peu d'assèchement de bouche. On va être sur des arômes de petits fruits rouges comme la griotte, comme la canneberge, la framboise. C'est fait par l'incroyable vigneronne Louida Terzi. Donc, c'est une femme moldave, puis fille de vigneron. Elle a décidé de venir s'installer au Québec pour produire des vins nordiques. Donc, on peut retrouver la cuvée des brasseurs autour de 30 $ dans plusieurs épiceries spécialisées ou directement au vignoble. En plus, c'est une cuvée qui ont fait spéciale en l'honneur de leur 10e anniversaire de mariage. On aime. Merci, Gabi, pour ta suggestion. Alors, moi, de mon côté, cette semaine, je reste dans la thématique québécoise et je vous amène sur des bulles. Donc, lors du premier épisode avec Joris, j'aime parler du premier épisode avec Joris, ça m'a marqué, je pense. Je l'ai beaucoup écouté au montage, donc je le connais par cœur. On disait que le Québec avait un beau potentiel pour faire des vins effervescents et je crois que la plus belle démonstration de ce potentiel s'exprime dans les vins du couple formé par Marc Théberge et Ève Rainville du domaine Bergeville. Oui. Donc, le domaine Bergeville est situé à Attelé, dans la région viticole des Plateaux des Appalaches et leurs vins sont certifiés biologiques et biodynamiques. Donc, c'est un climat un peu plus frais que ce qu'on retrouve dans le sud de la province, dû notamment à une altitude plus élevée, donc des plantations de vignes. Enfin, j'ai choisi de vous parler de la cuvée Plus petit que 2022. La méthode d'élaboration de ce vin, composé d'un assemblage d'Acadie blanc, de Frontenac blanc, de Saint-Pépin et d'un peu de vinifera, est originale car ce n'est pas ici une méthode traditionnelle comme leur cuvée Le Blanc, mais plutôt ce qu'on appelle la méthode Colfondo. Donc, en fait, on élabore initialement un vin sec que l'on embouteille ensuite en ajoutant une petite quantité de liqueur de tirage. Il y a donc une seconde fermentation en bouteille et c'est là que les bulles apparaissent. À la fin du processus, la bouteille n'est pas dégorgée comme en méthode traditionnelle, donc il reste un dépôt et des particules en suspension. À la dégustation, on se trouve sur un nez expressif qui nous invite tout de suite sur le fruit tel la poire, l'ananas et les agrumes. On a aussi une certaine sensation d'onctuosité en bouche due au contact du vin avec les levures. C'est un vin sec avec une acidité vive qui est vraiment agréable et qui nous rappelle que l'été approche. Ce brut nature est une bulle de soif qui ira parfaitement à l'apéro. Disponible en SAQ, on court en acheter au prix de 29,50 $, un très bon prix pour une bulle québécoise. Fred, veux-tu nous dire ta suggestion pour la chronique Chin Chin? Et on sait que Fred nous amène ailleurs, donc on est sur le bout de notre chaise, on a hâte. Ben oui, moi, je vais faire mon tannant, je vais répondre pas comme faut à la question. Ben oui. Je vais vous parler de cidre, des cidres du Québec, mais plus spécialement des cidres avec du mort de raisin. Donc, un produit qui de plus en plus gagne à être connu, je pense. Nous, on en fait, on n'est pas les seuls du tout. Il y en a plein d'autres qui en font. Mais l'idée, c'est qu'on utilise des pommes pour faire du cidre. Puis, dans le cours de processus, on prend les restants de raisin, donc les peaux de raisin, pour les mettre dedans, pour faire une macération aussi. Donc, on va revaloriser une matière qui est pratiquement un déchet, parce que quand on a vinifié les peaux de raisin, on s'en débarrasse. Normalement, on les laisse au champ pour composter. Mais à ce moment-là, on leur donne une deuxième vie en les passant dans du cidre. Puis je trouve que c'est le mariage parfait. C'est génial. Ouais. Ça amène un milieu de bouche puis une longueur encore plus intéressante au cidre. Donc, tant qu'à moi, c'est un hybride. Là. On commence avec un produit qu'on est sur un cidre, puis plus ça va, plus on avance vers quelque chose qui ressemble à du vin. Donc, comme je disais, on est plusieurs à faire ça.
J'en nomme une coupe, ceux-là que je nomme pas, Ben oui. soyez pas offusqués. Mais il y a la gang des Nordiques qui font des produits comme ça, avec entre autres la cidrerie Milton qui travaille en collaboration avec eux autres. Mes voisins, les vergers de Mingford, ils ont travaillé avec du marc de raisin les voisins, justement, dans le coin. Les vignobles voisins, ils ont utilisé des marcs aussi pour faire des produits comme ça. Je sais que la cabane du Pied de Cochon en a fait certains produits. Le Grand Saint-Charles en fait ou en a fait. Nival aussi a fait ça. Mon ami Gabriel Chouanière aussi en fait avec des marcs de raisin. Donc, on est plusieurs à jouer avec ça. C'est un produit qui n'est peut-être pas si connu que ça, mais si vous voyez ça dans des restaurants, dans des boutiques, c'est une façon de faire les cidres qui est vraiment intéressante et que j'invite tout le monde à découvrir. C'est vraiment tout le génie créatif québécois des vignerons dans une bouteille. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais, le pays de la pomme, de réutiliser le raisin avec ça, c'est fantastique. Donc, en conclusion de cette chronique, on aimerait simplement vous dire que vous allez pouvoir retrouver nos suggestions sur notre Instagram En Cavale Podcast et sur notre Facebook Sommelier En Cavale. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est vraiment contents d'avoir eu la chance de pouvoir vous parler de la vigne et du métier de vigneron. Et on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode de Sommelier en Cavale. Un merci spécial à Fred Tremblay du vignoble Camille de s'être prêté au jeu, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour son soutien, à Mathieu Camier et l'Espace Plus pour le soutien audiovisuel et toute autre tâche connexe, Justin Picard pour l'habillage sonore et Samuel Roy pour le graphisme.